Bon, on va reprendre pour l'après-midi. Donc, il y avait une interrogation de... si jamais vous faites des exposés qui sont plutôt plus courts ou plus longs que prévu, moi je pense que ça n'a aucune importance si les exposés sont courts. Et si on a du temps, bah, tant mieux, peut-être, on discutera tous de manière informelle, puisque le but c'est ça, c'est de faire l'état des lieux des gens intéressés sur le quantique qui font des choses. Donc on est là pour ça. Avant la grosse réunion de travail de ce soir. Alors, okay. Donc il n'y a pas de... pas se mettre la pression, on fait ça. Sauf pour Eric. Par contre, est-ce que tu peux fermer la porte? Sinon, je ne peux plus filmer. Ça va être compliqué. Merci. Et attends, je pense que je n'arrive pas à arriver à finir le tableau en fait. Ouais. Il ne faut pas attendre. Bon, là, ça marche. Ok. Donc, on est censé télécharger ça. Fichier disponible. Oui, tu peux y aller. Vas-y, c'est à toi, on t'écoute en tout cas. Eh bien, bonjour, ou plutôt rebonjour à tous. Donc, je m'appelle Samuel Deleplan, je suis senior chercheur à Lille. Et je vais vous parler de machines assez particulières qu'on ose appeler quantiques, à savoir les machines à recuit quantique. Machines, pour la plupart, réalisées par D-Wave, même s'il existe, par exemple, chez Atos, des simulateurs qui donc simulent le recuit quantique, ou encore à Kilimanjaro en Espagne. Alors, je vais essayer de faire une présentation au départ pour tenter d'expliquer, au moins vulgariser ce qui se passe dans ces machines. Les intervenants qui nous vont après moi sont plus précis sur vraiment ce qui se passe dans le processus du recuit quantique. Et on essaiera de faire un TP ensemble, où on travaillera sur deux problèmes bien différents. Un premier problème d'optimisation combinatoire, le max-cut, qui lui, on le verra, finalement, rentre bien dans la machine, pour faire simple, on verra pourquoi. Et un problème bien plus compliqué, le CVRP, qui lui utilisera la machine hybride, enfin une des machines hybrides de D-Wave. On verra aussi les différents défauts et surtout le manque d'informations qu'on peut avoir dans les machines D-Wave, surtout pour la partie hybride. Mais je crois qu'on peut faire quand même quelques travaux avec des problèmes simples d'optimisation. Par exemple, le max-cut, même le max-libre, plutôt, et autres problèmes d'optimisation combinatoire. Donc, oui, alors, Jean-Claude Plan. Donc, je vais faire une petite présentation jusqu'à arriver sur ces différents problèmes. On essaiera de résoudre ensemble. Mais avant tout, je vais donner quelques liens, quelques fichiers ici, comme par exemple ceux que vous trouverez à cette adresse. Je vais redonner l'adresse. Vous allez trouver des fichiers Python qui vont correspondre à la fois à la résolution du max-cut et à la résolution du capacity, je ne vais pas dire véhicule retient problème. Et avant tout, il faut vous inscrire. C'est gratuit, mais il faut aller sur le site de D-Wave. Je vais donner l'adresse. C'est relativement simple, il y a assez de temps de calcul pour rejoindre cette session. Mais sinon, vous créez un second compte, je fais ça assez souvent, pour obtenir du temps de calcul supplémentaire. Donc en ce moment, je m'appelle Francis, par exemple, chez D-Wave, puisque ça fait longtemps que mon compte Samuel n'existe plus, enfin, a été vidé. Donc, à propos de ces fichiers, donc à cette adresse, vous devriez trouver l'ensemble des fichiers dont je parlais. Il y a même quelques instances qu'on va essayer de traiter, des instances de littérature, sur à la fois le max-cut, mais aussi sur le CVRP. Pour vous inscrire sur D-Wave, vous avez le lien ici. Donc finalement, c'est encadré, c'est plus important pour 1h30 qu'on va passer ensemble.
La présentation, vous la trouverez aussi, donc les différents liens. C'est-à-dire, si vous téléchargez ici la présentation, vous aurez le lien pour vous inscrire. Et son vrai lien, c'est celui-ci. Des fois, le chart URL ne marche plus. Alors, on le verra un peu plus tard, mais on va utiliser BIP, qui est finalement le framework D-Wave en ligne. Il y a également Océan, mais quelques infos juste après, mais bon, ça c'est pour les plus geeks. Je voudrais installer le framework en local, mais il n'existe pas de machine D-Wave simulée. Comme Qiskit par exemple, vous pourriez installer pour pouvoir le simuler sur votre ordinateur. Chez D-Wave, c'est pas possible. À chaque fois, il faut se connecter en ligne pour pouvoir résoudre sur leur machine. Voilà, donc à l'image de Cirque Qiskit, mais ici, on n'a pas possibilité de faire du 100% en local. Donc quand tu débugs, tu ne peux pas débugger en local, ligne à ligne, avec un simulateur local. Eh bien, moi je suis de toute façon sur LIP, mais avec Océan, ça, j'ai d'autres experts en parlant peut-être, mais en ligne tu peux, mais sur le local je peux pas dire. Je développe directement avec Excel. Mais quand tu es en debug, tu consommes le temps CPU alloué par D-Wave. Là, ils ne sont pas méchants là-dessus. Vraiment, ils se limitent strictement à ce que fait la machine quantique. Même le pré-processing, ils ne le font pas. D'accord. Mais, ah oui, d'accord. Bah, de toute façon, heureusement, parce qu'on a, pour le flux quantique, on a 1 minute de temps de calcul, c'est pas long. Mais comme chaque calcul va prendre quelques microsecondes, bien, vous allez pouvoir résoudre beaucoup de problèmes, quand même. Okay. Vous verrez, pour la partie hybride, d'un coup, vous passez d'1 minute de calcul à 20 minutes de calcul. Et là, tout de suite, vous vous dites, ok, c'est de la blague, il y a beaucoup de quantique derrière. Et on va le voir quand même. Attends, tu peux remettre les sudo apt qu'il faut faire? Non? Qu'est-ce que tu as? Ça voilà. Alors ça, c'est si tu veux l'installer en local. Ah d'accord, ok, c'est que pour les... Okay. Partie, mais vous retrouverez ces slides normalement à cette adresse. Voilà. Vous avez donc le PDF de ces slides pour retrouver les différentes commandes pour installer. Et ici, c'est pour Linux. Je sais pas si... Oui, ça marche pareil. Ah oui, c'est du... Sur du web, c'est vraiment un émulateur. Ah, ce sont de vrais qubits. Ah, c'est de vraies machines quantiques, l'application, la superposition, peut-être de l'effet Fidel, ça va pour en parler, mais... Okay. C'est comme un laser, comme pour les portes, sauf que c'est toujours le même processus. C'est D-Wave qui fait le calcul du processus qui peut être exécuté. On va essayer d'en parler. Alors, il va y avoir des redites par rapport à ce matin, peut-être en version plus vulgarisée, alors j'espère que je vais repartir sur les contours de bits, on va repartir sur la base. Alors, si on utilise dans nos machines classiques des bits 0,1 et qu'on utilise aussi des portes logiques, XOR, OR, etc., bah, finalement, on n'est pas tellement éloigné avec les qubits. On a aussi des portes qu'on appelle quantiques qui vont travailler sur nos qubits à coup de champ magnétique. Et qu'est-ce que vont faire ces portes quantiques? Alors, ici, pour la porte quantique, les lasers qui sont utilisés chez D-Wave, finalement, c'est le même schéma qu'une porte quantique, mais on n'a pas la main dessus. Donc, j'inclus ici les qubits qu'on utilise chez D-Wave. Du coup, je me suis un peu perdu. Bon, je vais parler de la superposition et des qubits. Donc, les qubits, ils peuvent être 1 ou 0. Ça aussi, on parle souvent du fait d'être 0 et 1. On peut aussi partir d'une valeur 1 ou 0. Et également, évidemment, la superposition d'états où, à la fois, vous êtes 0 et 1. Ça vient de la physique, ça vient de la dualité onde-corpuscule. Et cette dualité, finalement, elle vous permet de travailler en même temps sur un état 0 et un état 1 et de pondérer finalement lequel nous intéresse vis-à-vis de notre problème d'optimisation. Alors c'est assez puissant puisque lorsque vous mettez par exemple, on va pas bien regarder, si vous avez 20 qubits en état de superposition, alors au départ, ça veut dire que si vous regardez tout de suite leur valeur, vous allez avoir autant de chances d'obtenir 0 ou 1. Donc finalement, bon, c'est du 50-50. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement travailler sur ces probabilités. Tout à l'heure, on a vu les amplitudes, on va faire ça aussi. On va parler de probabilité d'obtenir 0 ou 1 au moment où on va mesurer le qubit. Mais avant de mesurer, c'est là où on va travailler sur ces probabilités. Eh bien, lorsqu'on a par exemple 20 qubits en état de superposition,
Si on a un modèle linéaire, on verra un contraint assez particulier, qui modélise un problème d'optimisation, eh bien, avec 20 qubits, eh bien, on va avoir toutes nos solutions à la fois. Et au tout départ, quand on va mettre tous nos qubits en état de superposition, toutes ces solutions auront la même probabilité d'être mesurées. Sauf qu'évidemment, là, c'est pas grand-chose. Mais on a une idée, évidemment, grâce à nos modèles, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces probabilités d'être 0 ou 1 pour aller dans le sens de l'optimisation. Par exemple, si un qubit se retrouve dans la fonction objective genre moins B, B le binaire correspondant au qubit, si on veut minimiser, ben, on lui donnera plus facilement la valeur 1. On va avoir moins 1, puisqu'on limite. Donc on donnera une plus grande probabilité d'être moins 1. Alors pris individuellement, c'est un peu naze, hein, et on verra que c'est surtout au niveau de l'intrication que ce sera beaucoup plus puissant. Alors il existe beaucoup de types de particules. Enfin, bon, il y a plusieurs types de particules qui sont utilisées pour travailler avec des qubits. Sur les machines Google, D-Wave et IBM, c'est du nodium ou du métal qui est utilisé. Lorsqu'il est refroidi, on reverra. On a des propriétés de supraconducteur et on peut jouer avec les électrons, avec le spin des électrons. Si c'est l'état 0, donc 0 pour nous dans notre monde pour l'optimisation. Et également le spin inverse qui nous donne l'état 1. On a les deux à la fois et puis on va travailler justement sur ces deux états. On va pondérer la chance d'obtenir 1 ou 0 au moment où on va mesurer. Justement la mesure. Lorsque vous mesurez, eh bien, vous passez du monde quantique, par exemple au qubit en état de superposition, au monde classique. Finalement, la dualité au corpuscule disparaît pour finalement être plus que du corpuscule. C'est la réduction du papier dont on parle depuis. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur nos qubits, pour la plupart en état de superposition, travailler sur leur probabilité, histoire d'aller dans le sens de l'optimisation, et ensuite on mesure pour obtenir une solution, et puis là, c'est terminé, on ne va pas revenir en arrière. On va refaire tout un tas de calculs en recommençant au début, en les remettant en état de superposition. Mais évidemment, la mesure eh bien, fait effondrer la fonction d'angle et on ne peut plus travailler dessus. Donc, si on avait nos 2 puissance 20 solutions à la fois, eh bien, une fois qu'on aura multiplié, on aura une solution. Maintenant, l'intrication, mon chevet de prononce. Alors, c'est ce qui peut paraître le plus étrange pour nous, qui ne sont pas alors, je crois qu'il faut le voir de manière relativement simple. Vous prenez deux particules. Nous, on joue avec des électrons avec les machines D-Wave. Vous appliquez un lien extrêmement fort entre les deux électrons. Vous enchevêtrez, ils deviennent intriqués. Vous les séparez, vous en gardez un au LIMOS, vous envoyez l'autre sur Mars, et vous allez jouer sur celui qui est resté au LIMOS. Vous allez dire, ok, cet électron, je préférerais qu'il y ait une valeur qui tend vers 1. Parce que dans mon modèle d'optimisation, par exemple, voilà. Et bien, ce que vous allez faire sur votre électron, sur votre particule, lorsque vous allez mesurer, ça va correspondre au travail que vous avez fait, vous allez obtenir probablement 1. Et bien, vous pouvez être sûr que ce sera la même chose sur l'électron qui est parti sur Mars. En gros, tout ce que vous allez faire sur l'électron ici ou là-bas va être répertorié sur celui qui est distant. Et comme c'est pas possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est pas une histoire de communication entre les deux. C'est le principe de non-localité, la magie pour nous, enfin c'est pas de la magie, mais ça fait un petit peu peur. Et c'est physique. Mais pour nous, ça va être relativement puissant. Sur les machines D-Wave ici, on verra que l'intrication des différents bits, les bits surtout, sont des électrons derrière. Le fait de les intriquer va nous permettre, non pas de travailler sur des binaires individuellement, mais sur des produits quadratiques ou binaires. Et donc des possibilités de modélisation un peu plus intéressantes. Vous avez dû entendre peut-être parler du temps de décohérence. Finalement, dans les machines D-Wave, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit confronté énormément à ces temps de décohérence, tant le processus est court et qu'il n'est pas limité au nombre de portes. Dans les machines à portes, si vous balancez 60 portes à la suite, peut-être un peu plus encore,
vous allez être confronté au temps de décohérence. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vos qubits ils auront du mal à être isolés, ils seront de plus en plus sensibles, par exemple, au champ magnétique terrestre, à la chaleur, à la voix, à tout un tas de choses, même aux neutrinos maintenant. Et donc, au bout d'un moment, on n'arrive plus à isoler nos électrons, et on perd toute l'information, et on a même une réduction les électrons retombent dans un état classique. Bref, le temps de décohérence est très lié au taux d'erreur, finalement, qu'on aura dans nos machines, mais chez D-Wave, c'est moins le cas, parce que le processus est beaucoup plus rapide. On itère, on le fait plusieurs fois. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres erreurs, évidemment, mais on est moins sensible à ça. Alors justement, D-Wave, je vais essayer de parler un petit peu de ces machines. Alors, en haut à gauche, vous avez le fameux transistor qui sert à faire jouer avec dans le monde classique. C'est peut-être une redite par rapport à ce matin, mais juste pour parler un petit peu des différentes technologies. Il y a les atomes froids, par exemple. On avait parlé de Pascal ce matin avec Eric. Beaucoup de machines sont à base d'électrons. Vous avez tout un tas de laboratoires et aussi d'entreprises privées qui travaillent sur les électrons, que ce soit Microsoft avec les études topologiques, mais également Google quand ils bossent sur nos produits quantiques, mais aussi sur nos machines à force, Google et sur les autres, et IBM. De plus en plus, il y a beaucoup de papiers qui mettent en avant les photons. Moins de problèmes. C'est cette technologie qui remplacera les différentes machines utilisables aujourd'hui. Et pour ce qui est des boîtes françaises, il y a Candela qui travaille sur les photons, donc il y a Pascal. Et il y a Atos qui fait pas mal de choses, dont un simulateur de repli quantique. En plus, on a une machine à... En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est des électrons dans ces machines, D-Wave, et finalement, c'est le même type de particules qui est utilisé dans nos machines IBM et Google. Justement, sur les différents types de machines. Et l'usage de dire qu'il existe deux types de machines quantiques, en fait, il y en a beaucoup. Je serais incapable de vous expliquer ce que c'est une machine à boson sampler ou même one-way optique. Je ne serais pas capable. Mais, quand même, les autres sont capables. C'est sûr, je ne serais vraiment incapable. Ce qui nous intéresse, et qui finalement semble fonctionner, c'est les machines à porte quantique universelle, comme celles qui sont capables d'appliquer un set de portes de Pauli, set universel. On a aussi de l'adiabatique. Alors, des fois, on mélange adiabatique et D-Wave, mais adiabatique de base, c'est une autre forme de calcul, mais universelle. Qui utilise ce qu'on appelle l'hamiltonien, qui est l'énergie d'un système, de tout système, et qui essaye de, par exemple, pour nous, ce serait minimiser l'énergie de ce système. Dans la physique modulaire. Pour ce qui est du D-Wave, D-Wave utilise aussi un hamiltonien, l'énergie d'un système, mais d'une manière très particulière. C'est un hamiltonien qui correspond au problème Ising, c'est-à-dire c'est un hamiltonien qui s'écrit avec une expression simple, quadratique, simple. Mais allez voir sur Wikipédia, par exemple, hamiltonien, évidemment, vous avez des choses beaucoup plus compliquées. Pour décrire des systèmes beaucoup plus compliqués. C'est ce qui devrait se passer ici dans les ordinateurs adiabatiques universels. Ils n'ont pas encore été implémentés dans de vraies machines. Mais il y a une niche, une sorte de niche, sur les technologies adiabatiques avec le quantum annealing qui gère finalement un hamiltonien simple. Il y a une expression quadratique. C'est ce même quadratique qu'on va retrouver dans les différents modèles que nous, en tant que personnes faisant l'optimisation, on utilisera. Alors, si on regarde donc, les deux types de machines dont on entend parler le plus, aujourd'hui, côté machine universelle à porte, IBM a pas forcément la machine à 4% parce qu'elle a encore plus d'erreurs, mais elle a une machine à 127 qubits. Google doit être à 60, 50, je ne sais plus exactement. Et de l'autre côté, on verra pourquoi, D-Wave, la dernière machine fin 2020, on a 5000. 5000 et quelques. Mais évidemment, on ne fait pas la même chose. Ici, sur les ordinateurs universels, ici les universels à porte quantique, on peut traiter un nombre important de problèmes.
beaucoup de problèmes. J'allais dire tous les problèmes. Contrairement ici avec le recul quantique, on va être très limité, mais pour faire de l'optimisation combinatoire, ça ne veut pas dire que ça va être une mauvaise chose. On est très limité, mais ça cible vraiment quelque chose qui est proche des différentes problématiques que nous on a sur des problèmes relativement simples d'optimisation combinatoire. Alors pour les machines, on a parlé ce matin à porte quantique, vous avez Shor qui est un peu les agences de renseignement, puisque Shor il y a une accélération exponentielle dans un algorithme qui va factoriser un premier nombre, et c'est ce qui est utilisé dans nos PC pour crypter le Wi-Fi ou autre communication. Alors il est écrit d'une certaine manière où on peut le développer, c'est le cas, ça a été fait sur des machines universelles, mais il existe des adaptations aussi pour les machines par recul quantique. Rover est aussi génial parce que vous trouvez une valeur en racine de n parmi n valeurs. Si vous n'avez vraiment pas de bol, vous mettez n fois, vous avez besoin de n tirages de cartes pour trouver une carte. Là, c'est ça sera en racine de n. Le QI à y a la même accélération quadratique. Et ici, pour trouver le minimum. Et bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Et l'autre type de machine, donc on est vraiment dans une niche où on a affaire à un Hamiltonien très particulier. C'est pour ça qu'on est dans les machines non universelles. Ce n'est pas du vrai adiabatique, c'est une niche de l'adiabatique, où on a un Hamiltonien quadratique relativement facile à traiter. Alors, une petite histoire sur D-Wave. On parlait d'un papier de 1998. Il y a un physicien statisticien, Shimori, qui a écrit un papier sur le recul quantique et qui a prouvé qu'il était bien plus efficace en théorie pour arriver à l'optimal que le recul simulé classique. Et ce gars-là, il a fait beaucoup de bons sur Google, chez Google, sur YouTube, vous pourrez trouver quelques présentations. De sa part, c'est intéressant, mais clairement, c'est trop compliqué. C'est compliqué. Et c'est un an après ce papier que les quatre scientifiques ici de D-Wave ont créé leur boîte, et ils ont mis quand même 8 ans pour sortir leur premier prototype à 4 qubits. Et à 4 qubits, fonctionnant dans le processus de recul quantique. Donc tous les fans des ordinateurs quantiques universels donc à la Feynman n'étaient pas tout à fait d'accord sur l'authenticité de ces machines-là. Et si on considère que le fait d'utiliser quelques aspects de la mécanique quantique permet de dire qu'on a une machine quantique, c'est une machine quantique. On verra, on utilise la superposition, l'intrication, un phénomène d'intrication, c'est vrai, et une histoire d'effet tunnel, bien sûr, ça c'est vrai. Et donc fin 2020, après avoir vendu leur première machine en 2011, fin 2020, ils ont une machine à 5000 qubits qu'on essaiera d'utiliser tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ont aimé le bureau des légendes, c'est rigolo, mais Eric en avait déjà parlé sur le financement, mais même à l'origine, la NSA finançait cette boîte, même avant le début, du fait de l'algorithme de Shor, en sachant qu'il pouvait être adapté pour les machines à recul quantique. Donc il y a du militaire, Lockheed Martin aussi, et les fonds CIA. Mais aujourd'hui, ces machines sont utilisées en entreprise. Il y a Volkswagen qui en possède une, le port de Los Angeles en a une. Mais ça ne veut pas dire que c'est magique, que ça marche. Moi, je suis capable de vous dire aujourd'hui, si ce sera la technologie de demain, loin de là. On essaiera de le voir, mais la machine est encore assez différente. Si on regarde justement ces machines, parce que vous voyez bien, donc vous avez ce gros bloc, il est énorme, ça fait 3 mètres sur 3 mètres. Là, on ne voit pas vraiment, mais c'est gros. Et si vous ouvrez, vous tombez un peu comme les machines Google et IBM, sur une sorte de tour qui est accrochée au plafond. Et vous avez différentes couches qui sont là pour refroidir justement la machine pour arriver pratiquement au zéro absolu. Ici, il y a 12 millicabines, parce que le métal qui est utilisé à l'intérieur pour faire notre qubit, c'est du nodium. Et le nodium a ses propriétés de sopra-conducteur, a pratiquement zéro, qui est lié pratiquement au zéro absolu, et qu'on peut jouer avec nos qubits puisqu'ils sont isolés grâce à ça. Donc ici, vous avez une puce qu'on appelle QPU pour Quantum Processing Unit. Vous trouverez tout en bas, et nos petits qubits qui sont à l'intérieur.
Donc si on zoome un petit peu sur ces machines, on peut tracer un graphe de qubits, comme ici, où chacun des, normalement c'est bleu, chacun des sommets correspond à un qubit. Et chacun des liens va correspondre, on le verra plus tard, on s'en servira pour modéliser des produits quadratiques de binaires, mais ici, c'est pour coupler les différents qubits, et même, on va aller un peu plus loin, pour intriquer les différentes paires de qubits. Donc, je me répète, on a notre petit QPU, on ouvre notre processeur, si vous voulez, et puis on peut percevoir, c'est trop petit évidemment, mais on peut modéliser ce qui se passe avec ce graphe des qubits. Et finalement, avec nos modèles d'optimisation, en tout cas une sous-partie de nos modèles d'optimisation, on essaie de mapper notre problème sur ce graphe. Alors ici, c'est une vieille machine, parce que vous voyez la connectivité entre chaque qubit, elle est, on va appeler ça degré, parce qu'on connaît ce degré en graphe. Le degré ici, il est de 4 ou 5, je ne sais plus, qui est relativement faible. Et il faut savoir que la dernière machine, la Pegasus, a une connectivité alors de 15, un degré de 14. Et donc, on verra qu'est-ce que ça veut dire. Mais si vous avez en tête des formulations quadratiques, par exemple pour le TSP, vous savez qu'il faut prendre en compte que pour aller d'une ville, il faut pouvoir aller avec les autres. Donc cette connectivité doit être forte, puisqu'on a besoin de graphes complets. Donc si on a besoin de graphes complets, ça c'est pas génial, c'est un peu mieux, mais on risque d'avoir des soucis. Je reviendrai dessus. Daniel a une partie de la thèse dessus, donc on parlera bien mieux que moi. Et c'est un des problèmes, même si ce problème-là, il existe dans les autres machines, il est encore plus présent, ici déjà, on a ce type de problème. Donc on a notre machine, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais on sait que le processus qui se passe à l'intérieur, c'est du quantum annealing, du refus quantique. Et qu'est-ce qu'on prend en entrée? Enfin, qu'est-ce que la machine prend en entrée? Eh bien, on a le choix. On a le choix pourquoi? Parce que, on sait bien les physiciens. Les physiciens ont souvent travaillé sur un modèle qui s'appelle les modèles Ising, des modèles où les binaires, on va travailler dessus avec le Maxcut, où les binaires ont fait des valeurs -1, 1. On l'utilisera pour le Maxcut parce que ça sert pour bien comprendre comment fonctionne la machine. Mais ces modèles-là, finalement, sont mathématiquement équivalents et même peuvent se transformer en temps polynomial en Kubo pour Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Et ici, si vous regardez un petit peu de temps, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de contrainte. Mince, des problèmes, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le quantum annealing est extrêmement rapide, des microsecondes. Donc peut-être qu'il faut prendre le temps d'aller relaxer nos contraintes par des pénalités dans notre fonction objective, d'avoir un processus qui fait plein d'allers-retours, pour par exemple, si vous faites de la relaxation à Lagrangienne, de bien calculer vos multiplicateurs, vous avez besoin de faire plein d'allers-retours pour pouvoir obtenir enfin le bon multiplicateur. Mais bon, évidemment, si vous avez des modèles avec 200 contraintes, ça risque d'être problématique. Mais nous, on va voir principalement le Maxcut directement sur ces machines-là. Notre problème, ce sera pour l'hybride. Et le Maxcut qui a une formulation sans contrainte. Formulation quadratique. On verra. Bon. Alors, pour nous qui faisons de l'optimisation, comment ça se passe? On a notre problème qui se fait dans la nature. On veut le modéliser et on va le reformuler de manière quadratique. On verra pourquoi, parce que ces machines appréhendent extrêmement bien le fait d'avoir des expressions quadratiques, et donc il ne faut pas se priver de la puissance de la modélisation par des expressions quadratiques, vu qu'elles sont très bien appréhendées par ces machines. Et ensuite, finalement, la machine va exécuter le refus quantique pour nous, jusqu'à obtenir une solution. Alors, je vais essayer de parler du refus quantique. Je ne serai pas le seul, donc je ne vais pas m'attarder sur tout, je vais super les erreurs. J'ai piqué deux phrases du site DiWeb qui présentent assez bien ce qui se passe. La première, je vous explique que la physique peut aider à résoudre des problèmes d'optimisation, et de chimie, je la phrase, des problèmes d'optimisation, puisqu'on peut les mapper, pour faire simple, avec un problème de minimisation d'énergie. En gros, on le verra, un système, si on le laisse tranquille, il va aller de lui-même dans son état de plus faible énergie.
Cette logique-là va être utilisée tout le long du repli quantique. On va voir que lorsque notre modèle mathématique va être mappé petit à petit sur les qubits, on va faire suffisamment doucement, on verra pourquoi, il y a un théorème qui nous oblige à faire ça, pour rester dans l'état de plus faible énergie, jusqu'à avoir mappé complètement notre modèle pour arriver à l'optimum, en théorie. Et une autre phrase qui est assez rigolote quand on découvre, c'est le fait d'utiliser le terme hardware heuristique. C'est bien le cas, c'est de toute façon, c'est bien la physique qui est utilisée, c'est pas le logiciel. Il y a un petit peu de logiciel, il y a déjà un petit peu de l'économie ici, puisque nous, on ne rentre pas directement dans la machine, il y a une interface pour donner notre faire notre modèle mathématique. Et derrière, c'est bien le processus physique. Alors, Nishimori, je suis tenté de nom tout à l'heure, Nishimori, donc c'est ce papier dont je parlais tout à l'heure, je ne peux pas en parler longtemps, c'est trop physique pour moi, qui avait comparé le repli simulé avec ce qui se faisait dans les différentes conférences en physique, dont ça parlait de ce phénomène, on lui a prouvé que justement il était bien plus efficace en théorie pour arriver jusqu'à l'optimum. Sauf qu'ici, l'idée, on n'en parlerait pas beaucoup, je ne suis pas capable, mais c'est de reprendre le même principe que le repli simulé. Lorsqu'on va utiliser la minimisation de l'énergie du système finalement pour aller dans un extrêmum local, comme pour le repli simulé, on risque d'être coincé quelquefois. Et donc dans le repli simulé, il y a un calcul de probabilité pour faire ce qu'on appelle des thermal jumps, des sauts thermiques pour faire des sauts d'un extrêmum à un autre. Là, l'idée, et c'est une vue de l'esprit, hein, c'est pas clairement ce que je vais dire, mais l'idée c'est que le calcul de ces probabilités fait qu'on arrive plus facilement, plus rapidement à faire ce saut thermique. C'est pas c'est une situation quantique, c'est une vue de l'esprit, et quand on parle d'effet tunnel, on imagine que ça passe à la barrière d'énergie, parce que c'est ce que fait un effet tunnel, et on parle de passer à travers la barrière entre deux extrémums. C'est une vue de l'esprit, c'est pas vraiment ça qui se passe. Mais dans le calcul de la probabilité pour pouvoir faire le saut, on arrive beaucoup plus facilement à le faire en théorie. Dans la pratique, il y a quelques papiers qui en parlent, ils ont repéré l'effet tunnel, mais c'est pas génial. Mais déjà, on va voir comment arriver à une solution. Déjà, ce processus est intéressant. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'hamiltonien. Un hamiltonien très particulier, un hamiltonien de type Ising, donc quadratique. Alors là, vous ne peut-être pas, donc vous allez dire normalement. Donc le hamiltonien, l'énergie du système, c'est ce H-là, et il peut être divisé en deux ensembles, ce qu'on appelle l'hamiltonien initial et l'hamiltonien final. L'hamiltonien initial, c'est finalement l'énergie du système au départ, qui est dans l'état fondamental, le ground state en état de faible énergie. Et ça correspond à notre système en état de superposition. Tous nos qubits sont en état de superposition, au moins ceux qu'on on va dire tous nos qubits en état de superposition. Et le final hamiltonien, on ne voit pas, moi je vois, mais il n'est peut-être pas. En fait, vous avez ici HI sigma de I, JI sigma de I, sigma de J. En gros, ça va correspondre dans notre modèle mathématique. Le sigma I tout seul va correspondre à la pondération qu'on pourra mettre sur un qubit. On pourra dire, ok, je veux faire quelque chose, je pense que c'est bien, avec mon qubit. On va le faire si vous pensez à quelque chose. Sur le produit quadratique ici, le JI, ça va correspondre à un couplage entre deux qubits qui va correspondre ici dans notre graphe des qubits, le fait de les relier. Et là, on va avoir un phénomène d'implication, qui est expliqué après, et comment on peut marier les deux entre cet hamiltonien, l'implication et les expressions quadratiques qu'on aura dans nos modèles. On essaiera de le voir à travers un exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le processus va partir d'un état initial et petit à petit, d'une certaine manière, va faire disparaître du coup son énergie, l'hamiltonien c'est l'énergie du système, pour intégrer notre modèle, et on va voir qu'il va le faire suffisamment doucement pour pouvoir rester dans un état de faible énergie. Alors, le processus, pour arriver à une solution, je ne parle pas du tout le repli, un repli. Un seul repli.
H ici, c'est encore notre Hamiltonien. H0, c'est notre Hamiltonien initial. H1, c'est ce qui va correspondre, Hamiltonien final, c'est ce qui va correspondre à notre modèle. Et l'idée, c'est de faire varier ici S entre 0 et 1 pour pouvoir faire disparaître H0, l'Hamiltonien initial, et faire apparaître pleinement l'Hamiltonien qui correspond à notre programme mathématique. Et il y a un théorème qui vaut à la fois pour les ordinateurs adiabatiques universels, mais aussi pour évidemment une niche de ces derniers, ceux à revue quantique, c'est le théorème adiabatique qui explique que pendant qu'on réalise ce processus, enfin, d'autres processus, mais en tout cas celui-là, si on le suit, eh bien, il faut le faire suffisamment doucement pour rester dans un état de plus faible énergie. Si vous avez les différentes énergies du système ici, on travaille avec des électrons. Si vous commencez à les bombarder de champs magnétiques, ils vont passer de l'état fondamental à un état excité. S'ils sont dans un état excité, on aura beaucoup de mal à les faire revenir dans l'état fondamental. Et puisque nous, on essaie justement de minimiser l'énergie du système en partant de l'énergie minimale pour faire ça, l'état fondamental, et en essayant de modifier nos qubits, leur probabilité d'être 0 ou 1, tout doucement pour pouvoir finalement mapper notre problème dans la machine. Si on le fait trop rapidement, il y a des électrons qui vont passer en état excité, et on sera dans un état d'énergie qui ne correspondra plus à la valeur la plus petite. On ne pourra plus minimiser. Lorsqu'on minimise dans notre problème, ça correspond à la minimisation de l'énergie du système. Donc, pendant qu'on mappe de notre modèle vers le graphe des qubits, si on va trop rapidement, on va passer certains de nos électrons, ça peut pas vous dire, dans un état excité, et on ne pourra plus revenir en arrière. Ça, c'est le théorème adiabatique. Et tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on sait, c'est que plus le problème va être compliqué, plus le gap entre la première couche des états excités va être proche de l'état fondamental. Donc plus il sera compliqué de ne pas passer de l'état fondamental, le ground state, à un état excité. Donc c'est pour plus tard une manière peut-être une nouvelle manière de classer la difficulté des problèmes. Il y a un gap ici entre l'état excité, qui est finalement pour nous une situation où on aura fera partie de l'état fondamental, on ne pourra plus aller dans l'état de plus faible énergie, donc on ne pourra plus obtenir le système. Oui, alors ici, c'est le temps. C'est-à-dire que tu lis de gauche à droite. Quand tu inclus, tu démarres ici avec ton état initial, tous tes qubits en état de superposition. Petit à petit, à cause du champ magnétique, tu essayes de mapper ton problème, de donner une probabilité différente à ton qubit. Et tu vas arriver à un moment critique, en général au milieu du processus, où tu vas te rapprocher de plus en plus, à force de modifier le système, l'énergie change et tu risques de les faire passer en état excité. Donc au fur et à mesure du temps, il y a un moment critique. Une fois que tu l'as passé, tu as le processus. Donc c'est le temps. Ça, c'est du coup les niveaux d'énergie et d'activité fondamentale. Et on essaye de rester là-dedans. Puisque tout système, si on ne le pose pas trop, il va faire un coup si on le tient un petit peu, il va augmenter un peu son énergie, il va revenir dans son état fondamental. Si on y va trop rapidement, trop fortement, il va passer dans un état excité, pour revenir à son état fondamental, c'est le ground state ici, c'est-à-dire l'état de plus faible énergie. Alors, je vais essayer de parler du recul quantique dans son ensemble, pas dans son ensemble, toujours ici sur la recherche d'une solution, pardon. Au départ, donc, on est dans un état de superposition, et à la fin, on mesure pour récupérer une solution qui sera du coup en relation avec les différentes opérations qu'on aura appliquées sur les qubits. Justement, on va essayer de parler de ce qui se passe à l'intérieur. Alors,
Au tout départ, on a l'état de superposition de tous nos qubits, qui représente des bits, des binaires relatifs, par exemple, au max cut tout à l'heure, on verra. On va appliquer un certain processus, et puis on récupérera une seule solution. Alors, deux choses à noter, je crois, dans le processus. Je l'ai évoqué tout à l'heure, chaque binaire individuellement, on peut finalement modifier sa probabilité d'être 0 ou 1. Quand il y a un état de superposition au tout début, c'est 50-50. Si, comme je disais tout à l'heure, si on a dans notre fonction objectif moins b, eh bien on sera bien meilleur, il sera bienvenu d'avoir une valeur 1 pour avoir moins 1 puisqu'on en utilise. Et donc, le processus va donner une plus forte probabilité d'obtenir 1. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que le processus va rendre énergétiquement plus favorable la valeur 1. Comme le processus va aller dans son état de plus faible énergie, il sera attiré beaucoup plus facilement par la valeur 1. Ça, c'est les binaires pris individuellement. Si vous prenez des couples de binaires, on verra tout à l'heure, on va d'intrication ici, qu'est-ce qu'on peut faire sur un couple de binaires? Eh bien, je vais dire que soit mes deux binaires intriqués, couplés, eh bien, j'ai envie, dans mon optimisation, que tous les deux prennent la même valeur. Ou plutôt, j'ai envie que tous les deux ne prennent pas la même valeur. Donc, de la même manière, je fais par exemple qu'ils prennent la même valeur, soit 0, 0, soit 1, 1. On verra tout à l'heure, même si ce sera moins 1, moins 1, c'est plus compréhensible d'ailleurs avec 1, 1. C'est une machine qui comprend plus de binaires. Eh bien, si on préfère avoir des couples de valeurs identiques, on va rendre énergétiquement favorable le fait d'obtenir 0, 0 ou 1, 1. Autrement dit, on aura une plus forte probabilité au moment de la mesure d'obtenir 0, 0 et 1, 1. C'est pas strict, parce qu'il peut y avoir un graphe qui se contredit entre différents couplages, mais au moment de la mesure, ça respectera différentes probabilités. Et dans la réalité, c'est une histoire d'énergie, c'est-à-dire que le système, quand il va aller vers son état de plus faible énergie, il sera capté plus facilement vers les valeurs 1, 1 et 0, 0, puisqu'elles prendront moins d'énergie. Et on verra tout à l'heure, ça va correspondre ici à des produits quadratiques de binaires, et lorsqu'on va minimiser un produit quadratique de binaire, c'est justement ce qui va se passer. Alors, justement, on va parler du max cut. Alors, ici, vous avez une version... Ouais. Oui, mais tout à l'heure, c'est quoi le trait noir? C'est comme un signe d'indicateur. C'est moche, c'est tout ça que je devrais dessiner. D'ailleurs, c'est ça, c'est la même chose, c'est un espèce de paysage comme ça. Ouais, c'est une courbe d'énergie. C'est une courbe d'énergie. L'énergie est plus basse pour atteindre... Quand tu mets 0, 0 à côté de 0, 1, toi, tu as mis 1, 1 à côté de 0, 0 et 0, 1 à côté de 1, 0. C'est quoi la dimension en X? D'accord. Alors là, c'est juste pour représenter le fait que la forme en numérique. Après, s'il y a une logique sur l'ordre... Est-ce qu'il y a une logique? Parce que le fait de passer de 0, 0 à 0, 1, c'est moins loin que de passer de 0, 0 à 1. Ah, de toute façon, il va descendre dans un seul moment de... Oui, il va combien, mais... C'est une question qu'on se pose tout le temps. Ah, attends, alors... Il y a qu'à cet arbre. Ouais. Est-ce que 0, 0 est plus proche de 0, 1 que de 1? Il n'y a qu'un seul petit signe. En termes de permutation, oui. En termes de permutation, mais en termes de permutation. Donc en vrai, en sens de la ligne, mais la question c'est est-ce que ça fait quelque chose? Le problème, c'est que la machine elle-même, elle n'est pas plaquée comme ça. Quoi. De toute façon, tu ne l'utilises pas dans le modèle. Directement. Quand tu vas descendre, si on prend la courbe concave là-haut. Non, mais la courbe, c'est du biais-spring. Oui, mais C'est à n dimensions. Tu ne peux pas le dessiner. tu vas tomber dans le fil, tu vas te déplacer. Non, tu te déplaces pas. Et c'est en état de superposition toujours. Sur un triptyque, en état de superposition, tu n'as pas mesuré. Tu n'as pas mesuré. Donc il ne faut pas avoir quelque chose de linéaire, il faut voir 4 trucs qui sont ensemble. C'est avant le mesuré. On va enfin un petit peu coder, sur un PC. Et avant, vous présenter le max cut, beaucoup les
déjà. Ici, je vous le présente sans poids, mais on va le faire avec et sans poids. C'est-à-dire, sans poids, ça va être le nombre d'arêtes qu'il a planté dans la coupe. Alors, le MaxCut dit expliqué rapidement, vous avez un graphe comme celui-ci à gauche, vous avez un ensemble de sommets, un ensemble d'arêtes, qu'elles soient valuées ou pas. Ici, elles ne sont pas valuées, mais ce sera simple de passer à une version valuée dans ce qu'on va coder. Et le but, qui est relativement simple à comprendre ici, c'est de séparer l'ensemble des sommets en deux sous-ensembles, de façon à avoir un nombre maximum d'arêtes qui, finalement, a ses extrémités dans les deux ensembles. Ici, c'est la MaxCut, une des MaxCut, qu'on peut obtenir à partir du graphe de gauche. On a pris tous les sommets, on les a séparés en deux ensembles, S1 et S2, et on voit qu'on l'a fait d'une manière assez particulière, puisque pratiquement toutes les arêtes ont leur extrémité dans deux ensembles différents. Donc la coupe max, ici sans poids, c'est le nombre d'arêtes. On aurait pu évaluer, c'est-à-dire on fera mettre quelques poids sur les différentes arêtes, et le max cut, la coupe maximale sera relative à la somme d'évaluation qu'on aura sur les arêtes. Alors ici il n'y a pas grand-chose, il y a plein de trucs, mais en fait il n'y a pas grand-chose derrière. C'est juste pour dire, pour la machine, on peut développer soit avec un Kubo, soit avec un modèle agile. On va le faire avec un modèle agile parce que c'est plus compréhensible. D'ailleurs, on reviendra sur cette petite diapo pour voir avec -1, on comprendra peut-être mieux comment ça fonctionne. Mais les deux problèmes sont mathématiquement équivalents. Mais on va partir sur un modèle avec des variables -1, au moins ça change. Du coup, finalement, on sera plus avec la machine. Et on verra, d'ailleurs, que lorsqu'on va avoir un couplage entre deux cubides, ça va correspondre à la prise en compte du XY qu'on va avoir du produit de ces deux cubides. J'ai une question sur MaxCut. Ouais. C'est quoi MaxCut dans la vie? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un MaxCut? Est-ce qu'il y a des exemples de MaxCut dans la vie? Des exemples de voitures de commerce ou en finance, on a plein sur le portfolio où tu fais est-ce que tu peux investir, est-ce que tu n'investis pas, et les liens qui sont ensemble, si tu investis sur un, ça va être sur l'autre, donc il faut investir sur le portfolio. On n'a jamais eu des exemples particuliers. Sur des coûts en électronique, il y a plein de couches où il faut résoudre le MaxCut parce que il y a des problèmes d'interférence entre les différents composants. Avec les étudiants, c'est un peu bidon, mais ce que je leur dis, c'est que vous êtes un groupe d'étudiants avec des possibilités de gens qui se battent à 11h du soir pour aller dans un bar. Et le MaxCut ici, c'est de partir dans deux bars différents, de créer deux groupes d'étudiants, d'adultes, de façon à ce qu'ils ne soient pas des gens qui sont. Alors, ici, alors désolé pour les variables Z, ça peut être bizarre, mais j'ai appris sur ce que j'avais étudié. On va appeler X. On peut le modéliser de manière simple et de manière quadratique. Si on a un graphe G avec un ensemble de sommets X, un ensemble d'arêtes, ici pas évalué, mais de toute façon les points on va les mettre juste là, c'est relativement simple. Donc si on a notre graphe G et une variable ZI, le sommet, tel que si ZI égale à 1, eh bien, le sommet I se trouve dans un groupe, dans un premier groupe, et s'il est égal à -1, le sommet est dans un autre groupe. En gros, là, ça sera égal à 1 par exemple, et là, -1. Eh bien, on peut résoudre ce problème avec cette expression relativement simple, c'est-à-dire, on fait la somme quadratique des ZI, ZJ pour toutes les arêtes. Alors, comment ça marche? Si vous avez deux sommets dans le même groupe, c'est pas grave, qu'ils soient séparés. Et s'ils sont dans le même groupe, alors on aura un produit qui sera égal soit à 1 fois 1, soit à -1 fois -1, 1 aussi. S'ils sont dans un groupe différent, alors 1 sera égal à 1, l'autre sera égal à -1, ou l'inverse, donc -1, et donc on ira bien dans le sens de la minimisation. Donc c'est relativement compréhensible. Sauf qu'ici, on peut comprendre tout de suite quel est l'intérêt avec les machines. Là, on vient de comprendre que on aura plutôt tendance à voir que les sommets sont dans deux sommets différents, dans deux ensembles différents, pardon. Ce qui voudra dire que I et J, pour cela, devront être de valeurs différentes. C'est
exactement ce qu'on avait vu là. Donc ici, on parle plus de moins 1, 1, mais donc moins 1 à la place de 0, et donc on va donner, pour chaque paire qui va correspondre à notre graphe, on a vu plus tôt, c'est-à-dire les arêtes, finalement, vont suivre ce processus, c'est-à-dire, à chaque fois, pour chacune des arêtes, les qubits qui sont reliés vont prendre moins d'énergie. Et donc le système physique va privilégier les arêtes où les sommets sont dans des ensembles différents, puisque pour arriver à un tel cas, il faut que 1 soit 1, ou autrement dit, c'est des valeurs différentes. Ça, grâce à l'intrication, on va y arriver. Vous voyez ? Bon, alors, on va avancer un petit peu. Bon, ça c'est un exemple. Je vais un peu vite. Notre fonction objective, donc, si on n'a pas trop l'habitude du quadratique, sur un petit 4 sur un petit graphe complet ici, ça nous donnerait ça. Z2, Z6, plus Z6, plus Z2. Si on est bien nul, on mettrait tous les sommets dans le même ensemble, on aurait une coupe nulle, on obtiendrait 3. À l'inverse, l'optimal, c'est quand même pas très compliqué à obtenir. On sépare juste un sommet et on aura du coup 1, moins 1, moins 1. Et ça fera moins 1 pour cet exemple. Et on va essayer de le faire. On va essayer de le faire. Alors, si vous avez réussi à vous inscrire, on va peut-être le faire en direct aussi. Vous avez normalement cette image ici. Ce site qui vous est apparu, le dashboard, vous avez tout un tas d'infos. On ne sait pas exactement là où on va coder, mais au moins vous avez des informations telles que le temps qu'il vous reste pour pouvoir exécuter. Sur une machine full quantique, on ne voit pas trop ici, c'est-à-dire une vraie quantique, vous avez 1 minute, ça ne fait pas lourd par mois, sauf que le processus prend quelques microsecondes, donc finalement ça fait quelques résolutions. Là vous avez l'historique de tout ce que vous avez fait. Ici, Daniel vous en parlera, vous avez le token pour pouvoir le faire de votre PC en local. Et puis, vous avez différents liens en haut, donc un lien vidéo workspace. Peut-être vous avez eu un souci pour l'activer. Si vous passez par les exemples, vous créez un nouveau workspace, si vous ne voulez pas tout en passant par les exemples, ça doit passer. Et vous allez arriver à quelque chose comme ça, que je vais afficher ici. Non, pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le contexte URL? Il faut mettre quelque chose. En tant que créer workspace. Projet, c'est ce dont je parlais là. Est-ce que tu peux ta projet quelque part ou si tu n'as pas de GitHub? Non, j'en ai un, mais tu es obligé de le mettre là. Il ne sera pas public, ou tu mets un GitHub. D'accord. Donc il faut disposer d'un GitHub. Pas forcément, parce que quand tu vas dans le projet, ça doit marcher. Il y a un choix non. dans ta projet. Non. Regarde, il me demande un GitHub absolument. Je vais faire attention de ne pas déménager la caméra. Exemple là? Ah, tu veux passer là? Vas-y, mais n'importe quoi, je crois que ça passe. Il va te copier, je pense, un des exemples et tu dois pouvoir rajouter. Jusque là, ça va bien. Tu vas pouvoir rajouter tes propres fichiers ensuite. D'accord. Okay. Donc, a priori, ça marche. Si vous n'avez pas de GitHub, lorsqu'il vous demande de lier donc le compte que vous venez de créer avec l'existant, vous pouvez tout faire par exemple. Vous avez un onglet qui s'appelle sur les sortes prenez-en un au pif et a priori, vous allez arriver à l'IDE, enfin, notre interface où on pourra travailler. Si vous avez quelque chose de simplement, sinon GitHub ça marche sur le je ne vais pas regarder les dessins, je ne sais pas quand. Si vous avez un. On va faire comme les élèves avec les messieurs. C'est Archie. Alors moi je suis connecté, je crois. Moi je suis connecté. Toi aussi.
Non, tu l'as fait en route. Ça marchait pour lui. Peut-être que l'exemple en question prend beaucoup de temps. Et après, il y a New Workpage, non? Là, ça marche, c'est l'exemple. Si tu mets Start, est-ce que tu peux l'utiliser? Celui-là sera plus simple. Tu dois pouvoir rajouter des fichiers à la volée. Je vais regarder. Par exemple, vous devriez obtenir. Alors, je vais mettre. Je vais venir là, mais on va pas voir. Vous devriez obtenir quelque chose comme ça, avec moins de fichiers évidemment, avec un ensemble de fichiers Python sur la gauche, lié à l'exemple que vous avez activé, et un vidéo classique. Alors ce sera celui de d'ailleurs, je pense derrière. Enfin, ça ressemble. C'est Microsoft. Il y a un studio code et GitHub à la fois aussi. C'était en cours. Hein. Ça y est, ouais, c'est un truc. Bravo. Sample data context. Oui, moi je l'ai. Ça a marché. Vous avez fait un TP là-dessus? Ah, ça marche? Ouais. Il y a des exemples. Par contre, ça risque de cracher, parce que j'ai jamais TP que vous faites avec des étudiants en plein milieu du TP. Et là, tu veux qu'on fasse un nouveau fichier, c'est ça? Nouveau fichier. Un nouveau fichier, et vous pouvez, bon là de toute façon, ça va être simple, vous pouvez inclure le fichier qui s'appelle, c'est le premier Maxcode que vous avez téléchargé normalement dans le drive de tout à l'heure. Alors attends, on télécharge. Ça s'appelle comment le fichier Maxcode? Ah oui, c'est mini Maxcode, c'est ça? Non, attends. Celui qui concerne le tout premier exo tout simple, c'est le 0. C'est Quantum Days Maxcode 0 qui concerne le petit exemple qu'on va traiter au début. Si vous l'avez. Ouais, on l'a. Tu fais juste un drag and drop, c'est ça? Ouais, normalement ça passe. Vous le glissez sur la partie gauche de l'explorateur. Vous glissez tout de toute façon. Vous glissez tous les fichiers Python. Génial. On va tous les utiliser, et même les instances, vous pouvez y aller. Alors là, on va vraiment faire le Maxcode pour moins de 6 ans, parce qu'on va faire une version déjà. Et tu fais un drag and drop dans la partie input, output, non, n'importe où, t'en fais. Alors, non, là où il y a déjà les codes de Python, c'est ça? Ouais, exactement. On va le mettre dans les inputs, sinon ça va marcher. Alors c'est tout simple, si vous regardez au tableau, vous avez en haut à droite ici, vous l'avez peut-être déjà vu, une petite flèche verte. Il y a juste ça à faire pour exécuter votre code. Enfin, je vais laisser parler du code, mais si vous voulez déjà lancer, appuyez sur cette flèche. Je vais essayer de parler des marche. Parfait. Je vais vous parler des quelques lignes. Ça marche. Ça a donné le résultat. Tant mieux. Bah là c'est un tout petit résultat, on va aller mieux quand même. Mais il faut faire un drag and drop carreau du fichier sur la partie. Le peu de code qu'il y a pour l'instant, sur ce qu'on vient de faire, finalement, si on prend un petit graphe comme celui-ci, sans poids, la version qu'on a vu tout à l'heure, un petit graphe à 5 sommets, 6 arêtes, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner à la machine qui weigh ce qui correspond à notre graphe pour calculer le Maxcode? Eh bien, on ne voit pas grand-chose, mais si vous vous rappelez ici du final hamiltonien, on avait les poids qu'on pouvait mettre individuellement sur les cubiques, donc nos binaires, ici on s'en fiche. Il n'y a pas vraiment de raison de mettre le sommet 4 dans le premier ensemble plutôt que le 3. Individuellement on s'en fiche. Par contre, dans notre modélisation exclusivement quadratique, on va avoir justement des expressions quadratiques qui vont correspondre à chacune des arêtes. Et c'est ce qui est donné ici en J. Le J et H sont les deux composantes de l'hamiltonien quadratique, de la ligne derrière. H, c'est donc ce H-là, ici, qui est vide parce que on fiche d'avoir tel sommet dans un instant ou un autre, pris individuellement, c'est plus au niveau des arêtes, et donc c'est ce J, le J ici, ce J-là, on doit remplir, et c'est tout simple. Comment ça marche? Vous l'avez déjà dans votre fichier. 0,1, ça correspond juste à l'arc 0, 1, et le 2.1, ici, vous remarquez que vous avez 2.1 partout, c'est juste le poids qu'on veut mettre sur cette arête. Ici, on ne met pas de poids, donc on met il y a un partout. Et puis, donc, si vous arrivez à ça,
Vous avez compris comment marche le J, c'est relativement simple. Vous avez dû voir cette ligne qui correspond juste à toute l'information pour la machine, c'est-à-dire on envoie les différents paramètres de notre Hamiltonien, donc le J, notre recul. Et donc normalement, si vous appuyez, on peut le faire ici d'ailleurs. C'est clair, ça marche. Tac. Pardon, de quoi? Dans la ligne modèle égale, on a alors, le spin, je peux t'en parler, 0.0, regardez maintenant. Et le spin, c'est des variables alors, dans le code, on va voir quelque chose d'un peu rigolo, mais à plus grande échelle, ça le sera bien plus. Ici, c'est le code relativement simple qu'on a exécuté. D'ailleurs, dans ce code, vous avez un endroit où vous avez embedded, composite, D-Wave Sampler. Le D-Wave Sampler, en gros, c'est la machine. Par défaut, ils vont vous faire travailler même avec ce tout petit Maxcode, avec la grosse machine, la dernière avec 5000 qubits, comme ça. Si vous voulez voir ce que ça donne avec l'ancienne, il faut changer le nom. On verra tout à l'heure un exemple. Si Advantage, c'est la dernière. D-Wave Sample. On n'a rien dans les parenthèses, c'est quand même. Nous, dans l'appel que tu nous as donné, ouais, c'est ça. Ah oui, tu peux préciser. Par défaut, tu peux le préciser, mais par défaut, il te propose la machine la plus puissante. Ok, et dis-nous, juste par curiosité, quand on a fait les modèles quadratiques, tu as mis H et J en paramètres, et après il y a 0 et D-mode speed. 0, on m'a demandé. J'ai pas entendu. Tout à l'heure, je sais plus. D'accord, et D-mode speed. C'est le type de variable. Ah d'accord, ok. Parce que ils acceptent des variables 0, 1 Oui, tu as. D'accord, directement. Oui, et ils proposent des méthodes qui passent d'un modelizing à combo et inversement. D'accord, mais c'est juste au niveau de la modélisation, on est d'accord. Eux, ils font la retranscription directement de manière automatique. Exactement. Nous, on peut travailler comme d'habitude. Là, c'est plus marrant, je trouve, parce qu'on n'a pas l'habitude et c'est bien plus simple à dire. Mais évidemment, on pourra travailler avec du combo directement. Très clair. On tout seul en rising. Transformation polynomiale. Si, dans le code, je crois que c'est déjà le cas, vous avez une instruction inspecteur.show à la fin, disponible dans les différentes packages importés. Et on va voir, alors, regardez ici, si pour le petit exemple qu'on vient de traiter, l'inspecteur normalement a sorti, vous devriez obtenir ceci. C'est-à-dire à gauche, le graphe qui correspond au tout petit graphe qu'on vient de traiter. Alors après, ils ont des algos un peu bizarres pour les représenter. Là encore, il est pleinaire, mais des fois, il devrait l'être. Il n'est pas. Et là, à droite, là on voit mal, mais sur votre PC, vous devriez voir. Normalement, vous l'avez, ça. Problème inspector qui vient d'apparaître. Une fenêtre après l'exécution. Sur la droite Normalement, c'est sur la droite. Vous pouvez le mettre. On a un port fermé. Ouais. Et là, vous avez à droite ce qui se passe sur la machine quantique. Là, c'est les différents qubits. Et là, le graphe initial. Mais comme on passe par EuroHam, je pense qu'on n'y a pas accès. Parce qu'ils utilisent le port 18 000 qui doit être fermé. Je vois marqué port 18 900. Mais moi, je suis passé par quoi? Ah oui, par ton téléphone, non? Non, par un truc ouvert, là, c'est... UCR invité. UCR invité, ça marche. Et EuroHam 2, je l'ai. Moi, je l'ai pas sur EuroHam normal. UCR invité, ça marche en tout cas. Donc, si vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin, on va le voir de toute façon, mais vous pouvez essayer de partir sur un graphe un peu plus compliqué. Pourquoi j'arrive pas Ah si, ça s'est bien marché, pardon. Et tu peux le glisser sur les fichiers, si tu veux. Ah, ça s'est bien marché, il faut rafraîchir l'écran. Si vous avez les mêmes problèmes que moi, il faut rafraîchir à droite le visualiseur de graphe. Et ça s'est bien marché après. Alors parlons des résultats avant d'aller. Attends, juste un truc. La représentation qu'ils font du modèle là, sous forme de graphe, oui. C'est automatique quel que soit le modèle que tu as envoyé. Ils font à chaque fois. Tu n'as rien activé là, c'est juste automatique. Ici, j'ai une instruction, elle est toute simple, c'est la dernière ligne. Qui active la représentation. Qui active la représentation. Ok, j'ai compris. Ça, on verra sur une instance de la littérature, il y a un truc bien plus étoffé, évidemment.
C'est assez rigolo parce qu'on voit le nombre de qubits qu'on perd entre le modèle qui nécessite une plus grande connectivité, donc plus de voisins que propose la machine, ici 14 maxi, et on voit donc le nombre de qubits qui explose pas, mais qui est assez important par rapport au nombre de binaires au départ. Alors, sans aller bien plus loin, si vous voulez de votre côté essayer d'aller... de se tester sur des choses un peu plus... un poil plus évolué, comme par exemple... Non, je vais revenir en arrière, pardon. Je vais au moins parler des résultats parce que je n'ai même pas parlé, sous quelle forme ça apparaît. Il manquait des infos de ma part, désolé. Donc vous avez normalement exécuté votre programme avec la petite flèche, et si tout va bien, en plus de ce qu'on a montré avec l'inspecteur tout à l'heure, vous obtenez ce genre de résultats en bas, comme ça, comme ceci. On ne voit pas beaucoup, mais dans les diapos, vous devriez les voir ou les obtenir. Il y a plusieurs colonnes. C'est relativement simple à lire. Chaque colonne va représenter les premières. Elle va représenter la valeur de la variable. Ici, on est sur -1 plus 1. C'est pour ça que vous obtenez une série de -1 plus 1 correspondant aux 5 sommets. On a 5 colonnes. L'énergie ici, eh bien, regardez votre modèle quadratique avec des -1 plus 1. Votre image sera quelque chose de négatif, c'est sûr. Ici, c'est 4. Vous pouvez retrouver avec les valeurs des variables en calculant les différentes expressions quadratiques. Je donne juste après. On trouverait -4 sur les optimales. Avec ça, on a vu. Donc ça, c'est exactement ce dont je parlais. Et si vous revenez un petit peu dans le code, à un moment donné, vous avez numRit égale 5000. Ça, c'est le nombre d'anils, le nombre de recul. C'est le nombre de fois que vous allez à la pêche à la solution. Et finalement, comme dans un recul simulé, c'est le processus qui va aller plonger dans un extrême local. Et on verra tout à l'heure sur une instance de la littérature, on aura besoin de plus de puissance, il va falloir jouer là-dessus pour essayer d'obtenir l'optimal. Ici, évidemment, 5000, c'est un peu de la blague, on peut mettre 10, on aura obtenu, a priori, l'optimal. Sur les résultats, ici, le num hoc, le nombre d'occurrences, vous voyez que l'optimal à -4, vous l'obtenez sur 4 solutions, à ce truc-là, à une fréquence relativement... c'est pas parfait, hein. 1000 fois celle-ci, 1400 fois celle-là, 1300... 1029. Voilà, quoi. Et on obtient 2 retardataires, 2 solutions assez mauvaises, avec une fonction objective à -2, mais avec une occurrence unique à chaque fois. Et donc vous avez ça pour trouver l'optimal. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de partir. Bon, ça, je saute parce que j'ai beaucoup de... donc bon, quelque chose d'intéressant à travers ça. En complément des machines classiques, déjà aujourd'hui, je crois que pour certains problèmes, on pourrait utiliser les machines quantiques, puisque le processus d'exploration de l'espace des solutions est tellement différent que peut-être dans certaines situations, ça peut être très enrichissant d'aller récupérer des solutions qu'on n'aurait jamais obtenues avec des processus classiques. Parce que le processus est vraiment très particulier, l'approche est vraiment complètement différente. Peut-être déjà ce type de machine peut arriver à se justifier à travers ça. Bon, alors, ah oui, un aparté sur la connectivité. Je vais en parler sur le cas 3 seulement. Si vous regardez la topologie des différentes machines de D-Wave, ça c'est une ancienne, mais les autres c'est la même chose. Vous n'avez pas une connectivité qui vous permet directement d'utiliser des qubits, 3 qubits qui sont entre eux, un mini graphe complet de 1 4 3 fois. Et là on se dit, mais c'est d'ailleurs, je te cite là parce que c'est beaucoup plus expliqué dans ta thèse et dans ton papier. Ce n'est pas disponible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va utiliser des qubits, on va utiliser des qubits pour simuler cette connectivité. En gros, ici, on a notre qubit 6, notre qubit 2. Alors, les deux, ils sont connectés, ils peuvent être intriqués, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il n'y a pas de unique qubit, il n'y a pas de qubit qui serait connecté à la fois à 6 et à 2. On a juste un qui est connecté à 6, 5 qui est connecté à 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise l'intrication. Puisque 1 est connecté à 6, 5 à 2, et qu'on peut intriquer 1 et 5, vu que eux sont connectés,
on va forcer d'avoir, on va mettre une très très forte probabilité de 1 et 5 et la même valeur pour que, au final, on les considère comme une même variable, donc un même qubit. Et ainsi, notre troisième qubit, ici, bah, il va être connecté avec les deux autres, et on aura notre petit K3, notre petit graphe complet. Mais on a consommé un qubit de plus. On est passé de 3 à 4. Alors, on peut le voir avec l'inspecteur, hein, si vous faites un petit schéma avec 3 dans la machine, et vous verrez que quand vous mappez chez D-Wave, vous obtenez 4 semaines. Alors, si vous voulez revenir sur le schéma, sur la petite ligne. Il y avait dans ton exemple, là, dans l'exemple, je ne le vois pas. Ça? Non, dans l'exemple d'avant. Ah, on l'a pas. On l'a pas encore. On a autant de qubits que de. Tout à l'heure, on va en voir. Alors, on a un 3, 4. Un 3, 4, c'est un P1. Ah, il doit y avoir un 4 dans la Pegasus. Je ne vois pas. Non, tu as raison. Il est mappé sur 5. Ben justement, par défaut, c'est Pegasus. Non. Il y a du 4 dans Pegasus. Ah bah, alors, toutes mes excuses, c'est pour la déversion seulement. Excusez-moi. Mais ça peut arriver pour du plus grand graphe complet. Mais la nouvelle, tant mieux. Alors, non, en théorie, c'est donc on va dire. On va avoir ça. Non, là, c'est la même chose, on va avoir. Mais bon, tout là, là-bas. Au bout d'un moment, il faut plus. La machine, ça va pas. Là, il a été fait. Oui. Pas forcément le même énergie. On va non, mais 4 fois, ça va même. Normalement, oui, mais la capacité est pas là. Alors, on va essayer de faire un saut dans le temps parce que je crois que je ne sais pas. Je vais essayer de défiler un peu vite pour arriver à ce que je voulais vous montrer parce qu'il reste un quart d'heure. Et j'ai même pas fait la moitié. Comment ça s'est passé entre le moment où on mesure, il a fait lui-même un moins S, ça donne un état du gros sèche, le chaussée de l'S de taille, un moins S de H0 plus le S. Ça, il l'a fait 5000 fois, c'est qu'il a fait 5000 fois. Non, il a fait 5000 résistants, mais en fait, l'évolution, le principe d'évolution adaptative. Bah, il recalcule comment il va faire. Oui, c'est quand même il a dit pas combien de temps. Ah oui, non, ça, je sais pas. C'est du hardware. C'est du hardware, c'est un 10-12. Très rapide. Attends, mais je. Oui, mais c'est codé dans le hardware de la puce. C'est un 10-12. C'est la physique, c'est instantané. Il fait instantanément le recul simulé que nous, on a codé sur les machines vertes. Si, il le fait. Si, il le fait. Oui, c'est fait nativement parce que c'est fait comme ça, dans le hardware. Non, mais je regardais les temps, mais je vais Non, c'est le hardware. C'est le hardware qui code l'évolution de l'hamiltonien suivant le processus adiabatique. Et c'est pour ça que c'est un 10-12, le temps d'exécution, c'est instantané. Alors là, c'est limite. Non. Non, le hardware, c'est l'optimisation continue. C'est Schrödinger en continu. Voilà. Mais de toute façon, tu vas aller dans les Non. Tu peux l'aider en jouant sur les poids. Si tu sais les poids a priori, tu peux l'aider. Pardon. C'est 5000 fois là. Oui, il 5000 fois, il fait ça. Ah oui, c'est tout le temps. Et il change la fluctuation.
ce moment-là où vous aurez je vais sauter cette étape, vous pouviez le faire, c'était un graphe cette fois-ci pondéré. Alors la seule différence, c'est au lieu d'avoir des poids de 1, il aurait fallu mettre des poids relatifs aux différents poids qui devaient dans les barrettes. Et vous auriez obtenu ça, vous avez les diapos normalement, vous pourrez le faire après. Et vous avez la solution dans le fichier Quantum Days MaxCut. Mais on va s'amuser plus sur une instance de la littérature, ce sera plus parlant. Oui, alors c'était ça pour une vieille machine. Vous voulez la différence entre les vieilles machines, vous avez les diapos. Et on va regarder du côté de la littérature et on va se concentrer sur une instance un peu ad hoc, puisque évidemment sur des très très grandes instances, dès lors que de toute façon vous avez plus de 5000 binaires, impossible, évidemment, de résoudre avec sa machine, 5000 seulement, mais même moins. On a vu pourquoi, à cause des problèmes de connectivité. On va regarder cette instance que vous avez normalement téléchargée. J'arrive plus à la lire, mais c'est SG3D et puis celle-ci, elle a 125 sommets, 375 arêtes et des poids en -1, ça se fait souvent, en MaxCut. Donc ce que vous avez à faire, pour pouvoir on va le faire en direct, pour pouvoir la résoudre, normalement dans votre code, celui-ci, MaxCut lit-inst2, vous avez déjà l'instance en question qui est lisible avec cette fonction. Tout est là. Si vous arrivez à ouvrir ce fichier-là, essayez de le faire en direct et on va voir ce que ça donne comme résultat. C'est une instance du coup un peu plus grande, 125 sommets et environ 300. Comment s'appelle ton instance? L'instance s'appelle comment? Alors, c'est la seule qui s'appelle un peu bizarrement, c'est SG3DL et puis c'est une 0,5 minutes. Oui, je l'ai. Ok. Elle est différente des autres. Alors pourquoi j'aurais bien aimé en faire d'autres, mais celles qui sont un peu plus denses, eh bien la machine n'y arrive pas. Ok. Et quand on a cette instance, il faut qu'on fasse alors essayez de l'exécuter. Si vous l'avez mis dans la racine ici, dans la racine. Dans la racine, pardon, de l'Explorer, dans Quantum, à gauche, ah oui, et vous exécutez Quantum MaxCut lit instance de .py. Alors c'est un code qui est un peu plus long, vous pouvez vous en servir, c'est juste pour lire les instances de la littérature en Python. Et sinon c'est la même chose que tout à l'heure, avec la prise en compte, la lecture des différents poids. Donc là on va essayer de le lancer pour une instance de la littérature. Voilà. Et on a, là j'ai mis 2500 ANIPS, puisque je... Bon c'est bon, ça va revenir, il faut rafraîchir. Puisque je sais que c'est à peu près 2500 qu'il faut pour arriver à l'optimal. Alors je vais fermer ça pour qu'on y voit quelque chose. Et voilà ce qu'on obtient, alors c'est assez joli. Ah oui, ça marche. On a notre... Alors ici à gauche, vous obtenez du coup le graphe dessiné avec les algos de Z-Wave. C'est notre modèle MaxCut photographe que nous on dessinerait. Et à droite, je reviendrai sur ce qu'il y a à droite, mais je préfère vous montrer le graphe des qubits, qui correspond bien à notre graphe là, mais mappé sur les qubits. Et si je me rappelle bien, ça va être sur les diapos, si à gauche on avait 135 sommets, donc 135 binaires, pour cette instance, à droite, le processus de mapping a fait qu'on est passé à 350 qubits utilisés pour résoudre cette instance. Donc pour le même problème de connectivité dont je parlais tout à l'heure, mais qui en fait concernait les vieilles machines, mais ici sur la dernière machine, on passe quand même de 100 et quelques à 3 ou 400 qubits utilisés. Mais 400 qubits, si vous dézoomez, si vous arrivez à afficher ça, vous verrez, il nous en reste pas mal. Sur les 5000, il faut quand même aller un peu plus haut. Et sauf que j'étais un peu vite sur le choix des instances et bon, j'ai pas. Voilà. Alors, il reste 20 minutes. Alors, je vais défiler très vite sur le lyric, sinon on va pas en faire. C'est bien, ça marche. Bravo. Ça, c'est ce que je viens de vous présenter. En essayant avec un seul ANIPS optimal, on obtenait 102. L'optimal, ici, c'est la vraie valeur de la coupe max. Évidemment, ce que vous obtenez avec les produits quadratiques, c'est un nombre différent qui est négatif. Donc, il faut recalculer, mais vous avez la fraction dedans, dans le code. 1000 ANIL, on obtenait 108, et alors que l'optimal était à 110, et à 2500 ANIL, on obtient l'optimal. Et 2500 ANIL, en fait, comme c'est une seconde à chaque fois, on n'est pas à et vous avez normalement l'export pour récupérer la solution et les différents temps.
Je vais prendre les 9 minutes qui me restent pour parler un peu du CDRP et des machines hybrides de D-Wave. En étant pas super positif, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, le CDRP, alors je vais essayer d'aller vite. L'idée au départ, c'était de refaire des expériences qu'avait fait un chercheur de chez NEC Australie, qui, dans la conf l'année dernière, dans Qubit, alors Qubit tout seul, c'est les confs de D-Wave. On va voir, c'est général, assez fermé. Et NEC, qui est le plus gros revendeur de machines D-Wave, a proposé des résultats incroyables. Donc, après, on avait des pincettes et il fallait essayer de refaire les mêmes résultats. Mais bon, c'est pas exactement finalement ce que j'ai fait, puisque rapidement, il s'avérait que les résultats qui montraient correspondaient pas. Bon, bref, la genèse de ces travaux, c'était ça. Un CDRP, on peut le voir facilement ici, vous avez un dépôt en plein milieu de la ville, et vous avez tout un tas d'endroits où vous devez livrer soit des colis, ça peut marcher aussi dans l'humanitaire, dans le militaire. Le CDRP, c'est quelque chose qui est très utilisé. Vous avez une flotte de véhicules avec une capacité qui peut être homogène ou hétérogène, et cette flotte de véhicules, à partir du dépôt, va livrer les différents points. Donc ici, on ne voit pas bien, mais tout un tas de véhicules finalement partent du dépôt et livrent les différents points. Ici, il y a une tournée d'un véhicule, une autre tournée d'un autre véhicule, et le but, c'est de minimiser la distance totale tout en satisfaisant le colis et en respectant les contraintes de capacité. Alors, chez NEC, vous avez, comme le problème est relativement compliqué, sur de grandes instances, il est difficile d'obtenir une solution optimale. Donc, un schéma heuristique, tout d'abord, il profitait des machines quantiques à travers du clustering avec une formulation quadratique. Ici, clustering, c'est juste lier les différents colis aux différents véhicules. Et qu'est-ce qui vous reste une fois que vous savez que tel paquet est lié à tel véhicule? Il vous reste des DSP1 ou 2, les tournées pour chacun des véhicules. L'idée de ce qui était fait chez NEC, c'était faire du clustering et ensuite du clustering avec une machine quantique et le TSP avec une machine classique. Pourquoi pas? Alors, quitte à faire des machines quantiques et avec des étudiants dans l'école, 4 étudiants, Xavier, Florent, Théo et Nicolas, on a fait un schéma un petit peu différent, un schéma heuristique qui fait du clustering, qui distribue du coup les paquets aux différents véhicules, avec une formulation quadratique, et dans la foulée, un TSP aussi de manière quadratique avec une machine quantique. Bon, ça, je passe. Ça donnait ces deux modèles pour le clustering et le TSP. Alors, je vais aller un peu vite, mais ici, la fonction objective, le CIXK, c'est JK, comment il faut comprendre, c'est que le véhicule K, si celui-ci traite du paquet I du paquet J, on va prendre le coût CI, la distance entre les deux, dans la fonction objective. En gros, dans un cluster, on va minimiser la somme de toutes les distances possibles, toutes les paires. Et du coup, on a une forme quadratique qui est relativement efficace. En contrainte, on a juste la contrainte de capacité et le fait que chaque colis va être satisfait par un véhicule exactement. Une fois qu'on a clustering, une fois qu'on a distribué chaque colis sur chaque véhicule, eh bien, il ne reste plus qu'un TSP à faire. C'est un schéma heuristique. Hein. Là, on peut si on s'est fait sur clustering, on n'aura pas l'optimal, évidemment. Mais dans ce schéma, une fois qu'on a le clustering de fait, on a autant de TSP à faire que de véhicules. Et un TSP relativement simple aussi avec des positions en formalisation quadratique, où on va prendre le coût J si justement le véhicule, parce que pour chaque véhicule on a ce problème, on a plus de cas du coup, si le véhicule en question va aller en I juste après I, c'est-à-dire si le I est en position P dans la tournée, le J sera en position P plus 1 juste après. Donc ça c'est une modélisation quadratique du TSP relativement simple, et avec des petites, là on a plus tout le tour, et des petites contraintes ici qui sont à relaxer, mais pour utiliser les machines, voulant utiliser les machines hybrides de D-Wave, depuis l'année dernière, ils proposent carrément à la Simplex d'ajouter directement les contraintes. Mais si je rigole, c'est parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Ils ont juste un petit PC classique qui répond à la question avec l'antenne de search. On ne sait pas trop, on ne peut pas avoir de réponse, mais au moins c'est assez amusant de décomposer comme ça les modèles. Et puis ici, avec le travail que va vous présenter Daniel, on pourrait utiliser des machines full quantiques
ou ce type de contrainte très facile à relaxer finalement, puisqu'il suffit de les mettre en au carré, de pas aller comme ça, c'est assez facile à faire. Mais là, j'avais essayé de le faire avec 4 étudiants, vous aviez Florent, Théo et Nicolas, pour des instances de la littérature. Alors vous avez le code, mais je n'ai plus tout le temps. Vous avez le code, et je vais vous montrer à quoi on arrive. Ça, c'est sur des instances créées maison. Bon, là, ça ne veut plus rien dire, mais on arrive à résoudre quand même des instances jusqu'à 500 000. À 800, on est aux fraises. Après, il y a d'autres paramètres, nombre de véhicules, tout ça. Et sur les instances de la littérature, vous avez les instances de l'IMAX, vous pouvez afficher les... C'est des instances... Attends, doucement. C'est des instances d'Ojra, c'est ça? Ça, c'est les maisons au départ. Oui, mais celle-là. T'as la Ogura. Ojra, hein. Remonte Ojra, remonte. Attends, on va trop vite. Pardon, Ça, c'est Ojra. Avance encore d'un cran. Et ça, c'est Christophides. D'accord. Oui. D'accord. Et est-ce que tu as essayé les instances de... Comment ça s'appelle? Les instances sont toutes circulaires, là. Oui, Tu les as essayées? j'ai des photos, je peux te montrer, mais le code que vous avez n'est pas bon parce que c'est des est-ce que sur les 50-50, et j'ai le code maintenant qui le lit. Mais est-ce que tu as un retour sur les instances où les sommets donc, sont circulaires, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le simulated dynamique a aussi bien marché? Parce que c'est une question quand même... Sur l'optimal, on est loin. Attends, la pire, c'est pas que c'est celle-ci. Là, on a près de 100 différences. On a 10%, on a 10%. Mais ma question, elle est simplement que sur les instants qui sont circulaires, il y a un très grand nombre de villes qui sont équidistantes du dépôt, et il y en a beaucoup qui sont équidistantes entre elles. Donc là, il y a une détérioration significative des résultats ou pas? Non, on a quand même... Enfin, c'est pas parfait, mais on a quand même les cercles qui apparaissent. D'accord. Mais en moyenne, par rapport aux résultats que tu as eu sur les instances normales, il y a une détérioration des résultats ou pas? Ah bah oui. Oui, significatif? On est derrière significatif, je sais pas. Là, tu passes de 3% de l'optimum à 25% ou tu passes de 10 à 15 ou... Mais même dans celle-ci, on est à 10 max. D'accord, mais si là tu es à 10 sur les instances qui sont circulaires, tu passes de 10 à 50 ou de 10 à 15? Non, 10, là, je mets celle en circulaire dans ce lot-là en disant que pour le tout... D'accord, donc il n'y a pas de perte réelle de qualité. Ah, du coup, non. Pas vraiment. On en reparle, je ne veux pas dire bêtises, parce que j'ai les fichiers justement, mais je n'ai pas mis à jour le code en question parce que je suis plutôt... Non, mais c'est juste pour avoir un avis par rapport au test que tu as fait. Mais je vais vous traiter ces instances. Oui, alors ça c'est quelque chose... Alors, très bonne question. D'ailleurs, qui ne change pas beaucoup selon la taille des instances, parce qu'on n'a tellement pas la main sur ce qui se passe. Bon. Et tu as donc le clustering qui prend par exemple 10 secondes, mais le TSP va en prendre un facteur nombre de véhicules, parce que c'est séquentiel, c'est malheureux. On n'a pas autant de machines quantiques pour les envoyer en parallèle. Et du coup, ça explose. Un TSP ici 15 secondes, mais quand tu fais les trucs pour tout le monde, pour tout le CVRP, tu vois, ça explose. Pour et toutes les faire instances. clustering en plus dedans. Et c'est toujours le même. C'est-à-dire que si on va s'amuser sur les instances un peu plus perso, ah non, c'est pas le même. Oui, mais c'est pas le même. Mais j'aimerais bien avoir la main, me dire, je voudrais faire, si vraiment ils utilisent une machine quantique, parce que là, vraiment, on n'a pas accès, on ne sait pas ce qu'il faut. J'aimerais bien dire, au moins, pour cette instance, fais plus d'annexes, fais plus de refus. Et là, tu l'as pas dans les paramètres. Ah non, comment j'ai Annexe, refus, c'est le processus qui va vers une solution. Et à chaque refus, c'est qu'on peut déplacer dans l'espace de solution, comme on fait avec le refus simulé, tu fais un saut ou pas. Le refus, c'est le processus pour avoir une solution. Et après, il recalcule l'utilisation quantique de refus. C'est-à-dire, il change un tout petit peu la donne pour que la prochaine fois il va faire le processus sera peut-être un petit peu changé. Et là, même exactement le même processus. C'est 5100 piles du pratiquement même seulement. Mais un tout petit peu changé. Là, c'est justement, il faut aller lire le papier des Chinois. Systématiquement le même. C'est pas systématiquement 5 fois dans le même état, ça dit que c'est 5 000 fois à 100 000. Non, c'est pas un état, C'est pas bon. C'est 1000 fois 100 000. C'est 1000 fois les lectures, mais il y a pas de règle 1000 fois quelque chose. Mais 1000 fois, c'est la même chose, sauf le 5 000. Ça, c'est ce qui rajoute ça. Je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr. Moi, je le vois comme ça, mais je préfère pas dire parce que je suis pas sûr. 5000 fois un tirage. Et juste pour info, quand on installe des règles, dans le film install, on va passer au RPUS. Les ORPUS en.
Oui, mais par contre, pouvoir faire des simulations. ah, tu peux, non, mais tu peux exécuter, simuler on est côté. Il y a quand même au moins ils ouvrent ça. Et est-ce qu'il y a il n'y a aucune publication scientifique de DIY qu'on peut télécharger sur Science Direct ou autre, il n'y a rien? Ils n'ont rien. Il y en a plein. Non, mais où ils expliquent le détail de ce qui se passe là. Non, il n'y a pas. Il y a quelques schémas en disant on utilise les meilleurs de tous les mondes. Mais mis à part la couche commerciale, il n'y a pas la partie technique derrière. Il n'y a pas d'infos, il n'y a presque rien. Il n'y a presque rien. Il y a presque rien. eBay. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, non, ça serait bien. Ça aurait été bien. Non. Pour moi, c'est son schéma. Non, mais pas là. Là où il y a la machine. Là. Voilà, là. C'est ça qu'il faut. Il faut cluster pour tout. Et route classique. Le papier, c'est pas besoin de papier. Bon, chez NEC. Ouais, mais. Je sais pas. Mais c'est fou, hein, le résultat. Moi, j'ai été vérifié, c'est ce qu'il donne dans la conf. C'est pas bon. À un moment, je me suis dit, il coupe à la première microseconde et il gros là, t'es plus rapide. À gauche, c'est la France. Non, c'est tout. Sur les instances qu'on a refait en 60, oui, mais on n'a pas fait la même chose, parce qu'on s'est usé du sans compter. Mais sur ce que eux contiennent, déjà, je ne comprends pas qu'ils ont des instances. Les instances de 69, elles sont aussi belles. On les donner de. Encore peut-être c'est les résultats de l'époque qu'ils avaient en 69, c'est possible, je ne vais pas te les voir. À voir. Mais du coup, moi j'étais parti là-dessus, puis je me suis dit, ouais, quelqu'un nous tester en probabilité. Oui, mais c'est pas testé. Mais oui, mais là, par contre, il aurait fallu développer d'autres choses. Ils expliquent qu'ils utilisent une petite heuristique pour faire le DSP à chaque fois. Moi j'ai une dernière question là. Tu nous as montré tout à l'heure des choses des procédures de haut niveau dans la librairie, de haut niveau d'abstraction, puisque tu as donné les contraintes par exemple du modèle, et puis c'est débrouillé. Tu as donné les poids et c'est débrouillé. Il y a une partie dans la librairie qui permet de faire des choses de bas niveau où on peut directement accéder à des qubits ou à des poids entre deux qubits spécifiques au cas par cas, etc. En passant par une autre partie de la librairie. Non, même quand on définit le... En fond, c'est ce qu'on fait. Daniel le prend encore mieux et de manière plus précise. Mais déjà, c'est ce que tu fais. D'accord, mais là tu as donné l'ensemble des poids à un moment donné. L'hamiltonien. On est d'accord. Est-ce qu'il y a une librairie de bas niveau qui permettrait de dire je récupère la solution après directement, puis je vais changer un poids en repartant de la solution que j'ai déjà obtenue, je redémarre de cette solution juste en touchant un poids, etc. Il y a des outils pour faire ça ou pas? Tu peux le faire à la main, parce que d'emblée c'est l'hybride, du vrai hybride, c'est-à-dire tu as un ordi classique qui... D'accord, mais ils offrent tout un tas de petits outils pour le faire. Tu peux le faire, tu peux rentrer le tout dans... Oui, tu es obligé de repartir en redonnant la totalité, c'est ça que je veux dire. Tu es obligé de redonner la totalité de tous les poids et de tous les arcs. Ah oui, mais... Parce que ma question derrière, elle est pas nette. Non, imagine que tu as un max cut avec 500 000 sommets. Donc tu as donné toutes les données de tous les arcs et tous les poids. Ça a pris un certain temps sur la machine normale, tu l'as généré. Donc, dans la littérature. Comment? Dans la littérature, moi j'ai repris la machine. Imagine, on a 1 giga de données, on n'a pas la machine. Imagine, on a 1 giga de données, on transmet à la machine quantique le giga qui correspond au arc. Je récupère une solution, qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai une solution. Ce que j'aimerais bien, c'est aller modifier un arc sur les 1 giga d'arc que je lui ai déjà donné, un seul. Ça m'embêterait beaucoup d'aller modifier cet arc, lui repasser tout le volume de données. J'aimerais pouvoir lui dire, tiens, l'arc 512, il vaut 2, et repart de la solution. Tu ne veux pas faire ça. Là, c'est même de... D'accord, tu es obligé de repartir. Ce que je veux dire, c'est la régénération des données doit se refaire depuis le début. Comme sur une machine VM, tu repars avec les données du début. Je pense qu'après, il y a plein de contraintes. Moi, je vais faire un truc parce que quand ça passe par un autre méthode,
Et tu as plein de paramètres que tu peux jouer avec un peu n'importe quoi. Et là, peut-être que c'est D'accord. je définis par exemple sur ton étude, sur ça, etc. Ça fait une autre liste. Et là, tu pourras accéder. D'accord, c'est super important. Ok. Très bien. Super. Sur un modèle. Ça, on va aller. C'est pas très simple. Là, c'est comme ça. C'est développé, mais derrière, moi, je réalise. Il y a tout ça, le processus en parallèle, donc il classifie tout comme ça. Et après, il va faire la voilà. Et par contre, pour Maxwell, c'est intéressant, parce que là, par contre, c'est et tout ce qui a été fait là, il faudrait le faire, c'est peut-être la prochaine étape, parce que déçu par le grid, mais si j'arrive à revenir là, tout ça, on peut le faire avec des machines full quantiques, parce que pour l'accès, c'est pas la même chose. Non, pour le ça, non, on a sondé ce que c'est. On peut demander. Non, mais on a demandé, hein. On a quelques mails, mais voilà. Ouais. Du coup, par curiosité, tu es dans ta commune 500. 500. Ça va. L'hybride, je pense qu'on fait cette monter à 1000, quoi. Avec l'hybride. Oui, oui, bien sûr, ça va être l'hybride, d'accord. Mais tu peux monter à 1000, Bah, c'était mon plan 800, mais peut-être avec proposition de véhicules, donc ouais, il y a peut-être moyen avec les deux véhicules. parce que déjà, mon point à moi, il plombe, je viens à résoudre un truc avec 500 000. Et à l'époque, avec la 2000 ou je sais pas. Non, avec le livre. Avec Advantage ou. Ok. Bah, ouais, tu vois. Avec un mini véhicule, c'est bon, ça peut être un petit peu. Bon, bah, voilà, j'arrête, j'ai plus le temps. Mais vous avez pas mal de références dans les diapos si vous voulez. Si vous avez rien compris, il faut repartir de zéro. Moi, c'était mon cas il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a longtemps, je pense, à faire maintenant. Mais vous avez tout un tas de littérature qui est assez sympatoche maintenant pour partir de zéro sur le sujet. Et différents papiers intéressants. Mais pour terminer là-dessus, si on parle peut-être pas de suprématie à la plastique, mais plus d'avantages quantiques, sur un problème particulier, et Google et D-Wave ont sorti un papier l'année dernière dans Nature. Ils travaillaient sur les magnets, sur les aimants, et ils essayaient de. Ça m'a mis une certaine manière de les simuler, moi j'ai rien compris. Mais tout ce que j'ai compris, c'est qu'ils battaient l'heuristique à base de Monte Carlo, le plus performant de la littérature, à hauteur de 3 millions. C'est 3 millions de fois plus rapide que le heuristique d'ailleurs dans le ordinateur classique. Donc il ne faut pas forcément jeter à la poubelle qui voit, mais enfin voilà, donc wait and see. Merci beaucoup. Merci.